un soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et comme Maël Hassani vient de le rappeler dans le flash des Mirage 2000 à l'Ukraine, voilà ce que dit Emmanuel Macron dans cette interview qui continue sur France 2 et sur TF1 au cloître de l'Abbaye aux Hommes de Caen. On écoute le chef de l'État. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est très différent. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions. On va proposer au président Zelensky que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement 5 à 6 mois. Et donc que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Notre souhait, c'est aussi de former une brigade. Le défi, c'est évidemment de les former, de les équiper. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens. Et donc de les équiper, de les entraîner et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Alors, des avions tchèques, des instructeurs tchèques, des formateurs tchèques, donc voilà, c'est en marche. Après, Raphaël Stainville, pas d'indication sur d'éventuels envois de troupes au sol. C'est-à-dire que si on touche le sol ukrainien, c'est par l'intermédiaire de l'équipement, mais pas par l'intermédiaire des hommes. Oui, moi j'ai l'impression que Emmanuel Macron souffle en permanence le chaud et le froid. Il se défend de toute escalade et pourtant c'était hier. Il expliquait que nous étions prêts au sacrifice. J'ai l'impression qu'il est toujours dans cette ambiguïté stratégique, mais je ne sais pas dans quelle mesure il faut absolument le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, c'est très grave, moi je trouve. Pourquoi cet engagement, parce que tout ça s'est fait finalement sans débat. Bien sûr qu'il y a une menace russe, sans mais l'engagement au Parlement, oui. Mais cette manière de jouer et de danser sur cette ligne rouge me semble assez inquiétante. Honnêtement, je ne comprends pas. Sinon, peut-être pour des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire de se trouver un ennemi extérieur, et cet ennemi, il est bien réel, hein. Je ne minimise pas les dangers de la Russie, mais cette dramatisation à l'avant-veille de ces élections européennes, c'est un ennemi qui permet finalement à la fois de jouer, en jouant sur les pierres de on a parlé 1000 fois, il y a un calendrier. Il y a les élections européennes le 9 et puis il y a le D-Day le 6 où vient Zelensky. À un moment donné, oui, bien sûr. Il n'est pas responsable du catapultage de ce calendrier. Non, mais en fait, ça fait quand même. Il a commencé la campagne des européennes en annonçant que éventuellement des troupes au sol pourraient être envoyées. Il le dit pas là. Non, mais il a commencé comme ça, voilà plusieurs semaines. Là, il maintient cette ambiguïté tout en disant, d'où le chaud et le froid. Et encore une fois, hier, il disait, et c'était corroboré par le chef de l'état-major, le général Schill, qui expliquait que nous étions prêts à ce sacrifice. Ça veut dire quoi, ce sacrifice ? C'est pas seulement des armes qu'on envoie, c'est des hommes. On parle d'hommes. Jean-Michel Salvatore, moi je me souviens quand vous étiez rédacteur en chef à Europe 1, vous disiez souvent une info et un démenti, ça fait 2 infos. D'une certaine manière, c'est un peu ce que fait Macron. Ouais, mais, moi je crois que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et je pense que ce que Macron a en tête, comme tous les chefs d'État européens, c'est pas l'élection européenne le dimanche, c'est l'élection américaine. Parce que si Trump gagne, évidemment que l'aide américaine à l'Ukraine va forcément changer. On ne sait pas exactement ce qui se passera, mais on voit bien que déjà Biden a du mal à faire voter l'aide américaine à l'Ukraine. Et c'est vrai que si Trump arrive au pouvoir, on voit bien que la politique américaine changera et que les Européens devront compter sur leurs propres forces. Et donc là, on voit bien que avec cette donnée-là, les Européens sont obligés de monter un petit peu en puissance
et d'aider davantage l'Ukraine, sans quoi l'Ukraine peut perdre. Et donc, on n'est pas dans une logique d'escalade, mais on est plutôt dans une logique d'engrenage. C'est-à-dire que c'est un petit peu la théorie de domino. Tous les 6 mois ou tous les 3 mois, en fait, on monte d'un cran et on aide davantage Zelensky. Alors là, c'est les Mirage 2000, c'est la formation de 4500 soldats, c'est considérable, mais on voit bien qu'on est d'une certaine façon obligé de le faire, parce que si les Américains élisent Trump et que Trump finisse par nous dire non, Trump lui dit qu'il va parler à Poutine directement. Il va passer à Poutine et va régler la situation. Jean-Michel, si on suit votre logique, ça veut dire qu'on se rêve plus beau que l'on est. Parce que la vérité, c'est que si déjà la France tenait ses engagements dans les livraisons d'armes, dans les promesses qui ont été faites au président Zelensky, peut-être que l'Ukraine n'en serait pas là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a pas tenu tous ses engagements à l'égard de l'Ukraine. Donc on peut toujours anticiper. On peut toujours anticiper. On n'a plus de munitions. On peut toujours anticiper le retrait, le désengagement américain et se piquer de mots et de déclarations très louables peut-être. Mais la vérité, c'est que ça ne suit pas. L'intendance ne suit pas aujourd'hui. Non, bien sûr, je suis d'accord, Raphaël, mais il n'empêche quand même que c'est vrai que l'aide française et l'aide européenne est très faible par rapport à l'aide américaine, que ce soit dans les montants, que ce soit dans les... Bon, mais il n'empêche quand même qu'on est obligé d'anticiper. Alors là où je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'il y a un côté peut-être un petit peu désordonné, pour ne pas dire brouillon, dans les annonces du président de la République. Parce qu'il y a quand même une dizaine de jours, il a annoncé qu'il autorisait les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles militaires en Russie. Oui, des bases russes. Bon, des bases russes. Et donc là, évidemment, que là, il y a une transgression très importante. Et je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais Poutine a répondu en disant que si tel était le cas, eh bien, les Russes riposteraient et que cette riposte serait symétrique. Oui. Donc là, on voit bien que là, il y a un véritable risque que les Russes attaquent des positions françaises. Et c'est vrai que Marine Le Pen l'a très bien dit hier sur BFM TV en disant, mais si les Russes nous attaquent et si on a si on a des morts, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Ouais. Et Poutine a encore rajouté tout à l'heure que les Occidentaux étaient persuadés que les Russes n'utiliseraient jamais l'arme nucléaire. Et pourtant, ça fait partie de la doctrine russe des armées d'utiliser justement cette arme qui est là, qui est présente et qui peut être utilisée à tout moment. Et je pense, Raphaël, que en fait, il faut être cohérent. Soit on les soutient, soit on les soutient pas. Vous dites ça à Raphaël ou dites ça à Emmanuel Macron? Non, parce qu'on discute. On discute. Mais je trouve que si vous voulez, à partir du moment où on les aide, évidemment que on est engagé dans une aide qui peut être de plus en plus importante. Précisément parce que les Américains sont devenus des alliés moins sûrs. Suite de l'interview d'Emmanuel Macron aux journaux télévisés de France 2 et de TF1 dans une abbaye à Caen sur la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Il n'y a pas de tabou. L'heure viendra et la France le fera. Mais il faut le faire dans un processus. J'ai été, je crois, le seul dirigeant occidental à recevoir en personne à 2 reprises les 6 ministres du groupe arabe de contact qui justement travaillent au jour d'après. Et c'est exactement ce que je leur ai dit. Et ils l'ont compris. Et eux travaillent à qu'est-ce que ce sera Gaza dès qu'on obtient un cessez-le-feu, qu'est-ce que ce sera justement également tout le reste des territoires aujourd'hui occupés, quel peut être l'État palestinien demain, et quelle réforme politique, quelle transition, quelle sécurité garantie pour Israël, quelle sécurité garantie pour toute la région. Et donc c'est exactement le travail que nous menons. La France reconnaîtra l'État de Palestine quand cela sera l'élément d'un ensemble complet qui permet la paix et la sécurité de tous dans la région. Il a raison. Le chef de l'État, Jean-Michel Salvatore. Moi, je trouve, parce que si vous voulez, si le résultat de l'attaque du 8 octobre... Du 7 octobre. Du 7 octobre. C'est la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Je trouve que véritablement, il y a quelque chose de totalement choquant et totalement incohérent. Donc je trouve que pour même le coup là, il n'y a pas de tabou. Oui, il n'y a pas de tabou. Non, mais il l'enveloppe évidemment parce que bon, voilà, il l'enveloppe. Mais je trouve que c'est de ce point de vue-là, je trouve que c'est une décision qui est assez bien calibrée par rapport à d'autres pays européens qui ont reconnu l'État de Raphaël Saville. Oui, moi je
je suis assez d'accord. Je pense que c'est une position assez équilibrée, raisonnable. Il faut pouvoir négocier. Il y a des points, des conditions qui sont nécessaires avant d'envisager cette reconnaissance. Mais je pense qu'il y a quand même un oubli présidentiel. C'est que dans cette affaire, il y a aujourd'hui 2 otages français qui sont encore détenus par le Hamas. Dont on ne sait pas s'ils sont toujours vivants. C'est ça qui est absolument macabre. Ça devrait être une obsession française avant même d'expliquer que bien sûr dans un futur dont on ne Ce que vous voulez dire, c'est que le message calendrier pourrait être plus clair et plus simple. Je pense que c'est la première condition avant même d'évoquer que ce jour adviendra. Il faut obtenir la libération de ces otages. Jean-Michel. Et c'est vrai que, je pense que les Français les ont oubliés, ces 2 otages. Moi, je me souviens, dans les années 80, quand vous aviez des otages au Liban, les journaux télévisés de France Jean-Paul 2, Kaufmann, s'ouvraient avec leur visage. Bon. Et ça, c'est vraiment, ça a forcément de l'effet. Là aujourd'hui, si vous interrogez les Français, et puis, si vous leur demandez s'il y a des otages, s'il y a encore des otages français, il y a pire que ça. Il y a dans Hamas, Paris, je pense que tout le monde l'a oublié. Il y a dans Paris des affiches qui représentent ces otages, et notamment les enfants. Et il y a dans Paris aussi des gens qui, notamment la nuit, les arrachent. Absolument. Et ça, c'est totalement abject. Voilà. Et on va marquer une pause, 20h43. On suit évidemment l'interview du président de la République. On parlera bien sûr des européennes qui arrivent. Et tout à l'heure, nous donnerons la parole aux petites listes. Aujourd'hui, le nouveau parti anticapitaliste. Restez bien sur Europe 1. Merci.